Depuis quelques années maintenant, le gouvernement passe une partie de ses lois sans discussion, et donc sans véritable vote. Cette réforme est nécessaire. Face aux manifestations et à l'opposition, il invoque l'article 49.3 de la Constitution pour imposer la réforme des retraites. Avec la loi du plomb, il ne s'est même plus embarrassé avec les apparences. Plutôt qu'un débat public à l'Assemblée, le texte a été réglé à huis clos par une commission mixte paritaire, 14 parlementaires dont la majorité était liée aux intérêts agricoles. Résultat, un compromis verrouillé, renvoyé pour un vote express, largement soutenu par la majorité présidentielle, les Républicains et le Rassemblement national. C'est choquant? Que nenni! Macron a été élu, ce qui fait qu'il est donc légitime. Parce que c'est notre projet! Mais élire un président, ou plus généralement un représentant, est-ce que c'est forcément démocratique? Autrefois, un roi devait mener une guerre victorieuse ou bâtir une cathédrale pour restaurer sa légitimité. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre ou la pierre qui sert de justification, mais un geste beaucoup plus abstrait. Un bulletin dans une urne. Dans les deux cas, l'objectif est le même, donner l'impression que le pouvoir repose sur un fondement collectif, supérieur à la volonté d'un seul homme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de démocratie, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est devenue, et comment on a remplacé la participation politique avec un simple rituel électoral. Avant d'aller plus loin, il faut éclaircir un point. Quand on parle de manipulation politique, de stratégie de communication ou de choix économiques qui favorisent toujours les mêmes groupes, beaucoup pensent toujours aussitôt à un grand complot. Mais ce que je décris ici n'a rien d'un scénario de film où quelques personnes tireraient les ficelles dans l'ombre. Ce que je décris ici, c'est ce qu'on appelle une convergence d'intérêts. En clair, des acteurs différents, qui n'ont pas besoin de se mettre d'accord, vont agir dans le même sens. Simplement parce que leurs intérêts se rejoignent. Un grand patron, un banquier central, un ministre ou un chef de médias peuvent ne jamais se parler et pourtant défendre les mêmes réformes, voter les mêmes budgets ou pousser les mêmes récits. Pourquoi? Parce que dans le système où ils évoluent, ces choix renforcent leur position, leur pouvoir ou leur profit. Ce n'est pas une salle secrète, c'est un terrain de jeu où les règles sont faites pour avantager toujours les mêmes. Et ce qui est vrai aujourd'hui l'était déjà hier. Pour comprendre pourquoi notre système politique favorise toujours les mêmes, il faut revenir au tout début, bien avant Macron, bien avant la République française, à l'époque où ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie ne voulait pas dire du tout la même chose. En Occident, quand on parle de démocratie, on pense tout de suite à Athènes. On pense au siècle de Périclès, à l'agora, à l'éloquence antique et à l'invention d'un régime qui, dans notre imaginaire collectif, incarnait la naissance du gouvernement par le peuple. Cette image, transmise par l'école, par les manuels d'histoire et par des siècles de rhétorique politique, semble si évidente qu'elle ne se discute presque pas. Et pourtant, elle repose sur une illusion commode, une réduction volontaire de la réalité historique. Car si l'on se réfère au travail d'anthropologues comme David Graeber et David Wengrow, ou si l'on écoute les analyses de politologues comme Francis Dupuy-Derry, alors il faut bien admettre que la démocratie n'est pas née à Athènes et qu'elle n'a jamais appartenu en propre à la civilisation grecque, ni même à l'Occident. Elle a parcouru le monde et les âges sous des formes très diverses, bien avant que le mot n'apparaisse. Elle ne s'est pas évaporée après l'Antiquité pour ressurgir miraculeusement en Europe à l'époque des Lumières. Elle a existé, disparu, puis ressurgi ailleurs dans des contextes très différents. Et cette continuité ignorée est l'une des clés pour comprendre comment le mot démocratie a pu être domestiqué, vidé de sa radicalité originelle et transformé en simple label institutionnel. Dans Au commencement était, Graeber et Wengrow rappellent que des formes d'assemblées populaires, de prise de décision collective existaient bien avant l'époque classique. On en trouve la trace sur tous les continents, dans des sociétés qui ne se connaissaient pas, qui n'échangeaient pas d'institutions, mais qui avaient, chacune à leur manière, inventé des dispositifs pour décider ensemble, limiter le pouvoir des chefs et faire circuler la parole. Chez les Iroquois, par exemple,
la Confédération reposait sur un équilibre subtil entre les clans, où les décisions de guerre comme de paix ne pouvaient être prises qu'à l'unanimité, après de longues discussions, et où les chefs pouvaient être révoqués si leur conduite trahissait l'intérêt commun. Ils vont même plus loin. En étudiant des vestiges archéologiques, des récits mythologiques et des pratiques contemporaines issues de traditions très anciennes, ils mettent en lumière un phénomène fascinant. Certaines sociétés préhistoriques alternaient volontairement les formes de pouvoir au fil des saisons. L'hiver, quand la survie imposait une discipline plus stricte, elle acceptait l'autorité d'un chef élu ou désigné. L'été, lorsque l'abondance permettait plus de liberté, elle revenait à des décisions prises collectivement, souvent dans des assemblées ouvertes où chacun pouvait parler. Autrement dit, la démocratie n'était pas seulement une invention apparue un jour dans l'histoire, c'était une pratique humaine récurrente, une expérience politique que des communautés très différentes avaient chacune à leur façon expérimentée, adaptée, puis parfois abandonnée pour y revenir plus tard. Ce n'était pas une ligne droite, mais une oscillation permanente entre centralisation et partage, entre verticalité et horizontalité. Francis Dupuy-Derry, lui, attire notre attention sur un héritage plus proche de nous, les communautés d'habitants du Moyen-Âge européen. Bien avant les révolutions modernes, ces assemblées villageoises urbaines réunissaient les habitants pour décider ensemble des affaires de la collectivité. Gestion des biens communs, entretien des moulins, des fontaines ou des remparts, règlement des litiges, organisation des marchés. Le Moyen-Âge, en fait, c'est des milliers de petits villages qui fonctionnent comment? Qui fonctionnent, en fait, de façon autogestionnaire par assemblée d'habitants. Donc, la communauté d'habitants de tel village est une entité juridique. Les seigneurs et les rois, dans ce cadre, se concentraient sur la guerre, l'administration de la justice ou la gestion de leur domaine privé. Mais la vie quotidienne, l'organisation des ressources locales, la fixation des taxes communales relevait d'une décision collective, souvent sans représentant permanent. Le sens qu'on donne classiquement au mot démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il est l'expression de ce que l'humanité a inventé tout au long de son histoire pour permettre la prise de décision en commun. Il s'est toujours agi de gouverner ensemble, pas d'élire un maître. Tous ces exemples, qu'ils viennent d'Amérique du Nord, de l'Europe médiévale ou de sociétés plus anciennes encore, ont en commun l'absence d'élection au sens moderne. Dans de nombreuses sociétés, on choisissait un chef pour la vie, mais on ne lui confiait jamais le monopole de la décision. Son rôle était de convaincre, pas de commander, et on lui retirait son mandat s'il perdait la confiance. Autrement dit, dans de nombreuses cultures, l'élection n'était ni l'outil central, ni la condition d'existence d'une démocratie vivante. C'est même l'inverse. Elle était vue comme un mécanisme aristocratique, propice à sélectionner une élite et à introduire une hiérarchie. La cité grecque ne confiait pas son destin politique à l'élection telle que nous la pratiquons aujourd'hui. La plupart des charges publiques étaient attribuées par tirage au sort, précisément pour éviter que l'argent, le prestige ou les réseaux d'influence ne biaisent le choix. Les élections y étaient réservées aux fonctions militaires, considérées comme trop spécialisées pour être confiées au hasard. Et bien sûr, cette démocratie excluait les femmes, les esclaves et les étrangers. Et tout ça devrait suffire à relativiser l'idée quel serait le modèle à suivre. Pourquoi alors on a retenu en Occident Athènes comme point de départ unique de la démocratie? Eh bien parce que c'est très pratique. Ça ancre l'idée que la démocratie est née en Occident, qu'elle y a prospéré et qu'elle ne peut s'épanouir que dans des formes qui en sont issues. C'est-à-dire pour l'essentiel, les régimes représentatifs modernes. En réduisant la diversité historique des pratiques démocratiques à un seul précédent fondateur, on crée l'illusion que nos institutions actuelles sont l'aboutissement naturel et universel d'un long cheminement. C'est toujours ce même sens de l'histoire, cher aux modernes. On gomme l'existence de modèles où la parole se partage, où le consensus prime sur le vote majoritaire, où le pouvoir est un bien commun plutôt qu'un instrument de compétition. Et surtout, on masque le fait que dans de nombreuses cultures, la démocratie n'était pas un état permanent, mais une dynamique vivante, constamment réinventée selon les besoins et les circonstances. Cette amnésie historique n'est pas neutre. Elle permet aux dirigeants d'aujourd'hui de présenter leur pouvoir comme la continuation d'une tradition millénaire, alors même qu'ils en ont inventé la logique. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens, hein. Car là où les premières formes de démocratie cherchaient à diluer le pouvoir, nos systèmes actuels tendent à le concentrer. Là où elles encourageaient la participation active de chacun, nos régimes se contentent d'un geste ponctuel dans l'urne. Là où elles faisaient de la parole collective la source de la légitimité, nous avons substitué à cette parole une procédure arithmétique qui transforme la pluralité des voix en un chiffre unique, 51%. Et le débat est clos. Mais allez chier dans une fiole, on verra après. Greber, Wengrow et Dupuy-Derry nous invitent donc à faire un pas de côté. À voir dans la démocratie non pas une invention figée, mais une tradition multiple, traversée de tensions,
toujours inachevée. Une tradition qui, dans ses formes les plus vivantes, ne séparait pas la politique du reste de la vie collective, mais en faisait un prolongement naturel. Et si cette mémoire a été effacée, c'est précisément parce qu'elle dérange. Elle rappelle que le pouvoir peut être pensé autrement que comme une pyramide, qu'il peut circuler plutôt que de s'accumuler, et que le consensus n'est pas une utopie naïve, mais une pratique éprouvée utilisée par des sociétés qui, bien que dépourvues de nos moyens techniques, avaient compris que la véritable démocratie se mesure moins au moment où l'on désigne un chef qu'aux 1000 instants où l'on décide ensemble. Si l'on regarde cette histoire dans toute sa richesse, on comprend que la démocratie n'a jamais été un modèle figé, mais un mouvement vivant, et souvent fragile. Or, ce mouvement a connu un tournant décisif. Dans de nombreuses régions du monde, il a été interrompu, remodelé, et parfois retourné contre lui-même. En Europe, à partir du XVIIIe siècle, les élites économiques et politiques ont réinventé une autre forme de régime, la République représentative, en se réclamant de la démocratie, tout en se méfiant profondément de l'idée que le peuple puisse gouverner directement. Cette méfiance n'a rien d'accidentel. Elle exprime la conviction des classes possédantes, noblesse d'hier, bourgeoisie capitaliste d'aujourd'hui, que les affaires de l'État doivent rester entre des mains compétentes. C'est ce basculement que nous allons explorer maintenant. En Occident, donc, on nous enseigne que l'histoire de la démocratie est une longue marche progressive vers toujours plus d'égalité et de participation, une sorte de ligne ascendante qui relierait directement les assemblées de villages au scrutin moderne, Athènes à nos bureaux de vote, et la parole collective au débat parlementaire retransmis à la télévision. Mais la réalité est tout autre. Ce que nous appelons aujourd'hui démocratie n'est pas l'héritière directe des expériences collectives que nous venons d'évoquer. C'est une réinvention radicale, pensée par les élites, pour les élites, et façonnée de telle manière qu'elle conserve l'essentiel, la maîtrise du pouvoir par une minorité organisée. À la fin du XVIIIe siècle, en Europe, comme en Amérique, le mot démocratie est encore un mot qui inquiète. Il évoque dans l'imaginaire des élites, noblesse survivante ou bourgeoisie montante, le tumulte de la foule et l'irrationalité des masses. Pour beaucoup d'auteurs politiques de cette époque, l'idée même que le peuple puisse gouverner est dangereuse. Francis Dupuy-Déry, qui a consacré plusieurs ouvrages à la généalogie de ce mot, rappelle que pour la majorité des penseurs influents de la période révolutionnaire, et pour une bonne part de ceux du XIXe siècle, la démocratie est synonyme de désordre. Ce n'est pas seulement une réaction de mépris social, c'est une peur, celle que des décisions collectives prises par des gens sans propriété viennent renverser l'ordre établi et menacer les intérêts acquis. Or, si l'on s'en tient à la définition classique de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, le principe est clair. Le pouvoir émane directement du peuple, sans condition de compétence ni de richesse. Le peuple ne désigne pas ici une foule indistincte, mais l'ensemble concret de citoyens concernés par une décision, réunis dans un cadre qui vise leur intérêt commun. Dans une démocratie, les décisions sont légitimes parce qu'elles expriment la volonté du collectif, pas parce qu'elles sont validées par des représentants. La République, en revanche, désigne littéralement la res publica, la chose publique. Ce terme porte en lui une autre logique, celle de l'État, de son administration et de la délégation du pouvoir à des représentants considérés comme plus compétents. Dans ce cadre, tout le monde n'est pas égal pour participer. Le critère n'est plus seulement l'appartenance au peuple, mais la capacité supposée à gouverner pour l'intérêt supérieur du pays. C'est une différence fondamentale. Dans une république, le pays devient l'horizon du pouvoir, défini par les élites qui le représentent, et cet horizon peut très bien rentrer en contradiction avec les intérêts du peuple. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. C'est ce qui s'est passé en 1871 lorsque la République française a écrasé la Commune de Paris au nom de l'ordre national. Dupuy-Déry insiste lorsqu'il parle du peuple. Ces penseurs, de Madison à Tocqueville ou de Sieyès à Guizot, ne parlent pas d'une entité abstraite ou romantique. Ils parlent d'un corps concret, artisans, journaliers, paysans, marins. Tous ceux qui travaillent mais ne possèdent pas. Et à leurs yeux, leur donner un pouvoir direct sur les lois reviendrait à ouvrir la porte à ce qu'ils redoutent le plus, une redistribution des richesses et une remise en cause de la propriété privée comme fondement absolu de la société. Et c'est dans ce climat de méfiance que s'élabore le compromis fondateur de nos régimes actuels. Les révolutions américaines et françaises sont souvent présentées comme des victoires du peuple sur la monarchie. Mais Dupuy-Déry nous rappelle qu'elles ne cherchent pas à instaurer la démocratie directe. Leur projet est autre, créer des républiques représentatives.
Une république, c'est une forme d'État où la chose publique appartient en principe à tous, mais où le pouvoir est exercé par quelques représentants élus. Ce modèle repose sur un principe clair, on ne gouverne pas ensemble, on élit quelques-uns qui gouverneront pour nous. Et ces quelques-uns sont choisis dans un cercle restreint, filtré par la naissance, la fortune ou l'instruction. C'est très différent de la démocratie, au sens fort, qui implique la participation directe et continue des citoyens aux décisions. Et ce n'est pas un oubli, c'est une construction volontaire, pensée pour que le gouvernement reste à distance du peuple et que celui-ci ne puisse exercer qu'une influence ponctuelle lors des élections. Le suffrage universel, il n'existe pas encore. Les premiers systèmes électoraux sont censitaires. Seuls les hommes qui atteignent un certain seuil de richesse peuvent voter. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la bourgeoisie concède un élargissement progressif du corps électoral, et encore, toujours sous condition, et souvent après des décennies de lutte. Mais l'élargissement du droit de vote ne change pas la structure du pouvoir. Celle-ci reste concentrée dans les mains de représentants que rien n'oblige à tenir leurs promesses et qui disposent d'un mandat long, rarement révocable. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville observe avec fascination la vitalité associative et la capacité d'auto-organisation des citoyens aux États-Unis. Mais cette admiration ne l'empêche pas de partager la conviction commune à nombre de ses contemporains que le suffrage universel n'est pas une garantie de bonne décision. Il écrit d'ailleurs que le suffrage universel n'est nullement une garantie de la sagesse du choix populaire. Formule qui résume sa prudence, le vote est acceptable à condition que les institutions, les élites et l'opinion publique soient structurées de manière à éviter que la majorité ne remette en cause les fondements de l'ordre établi. Cette méfiance rejoint celle exprimée un siècle plus tôt par Montesquieu, pour qui le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie. Entendez aristocratie au sens positif pour lui, c'est les meilleurs, ceux qui sont le plus aptes à faire quelque chose. Et il y a également celle de James Madison, qui assumait pouvoir protéger la minorité des opulents contre la majorité. C'est ici qu'intervient l'un des concepts clés développés par Dupuy-Derry, l'usurpation sémantique. À partir du moment où l'on appelle démocratie un régime qui confie tous les pouvoirs à des représentants, on brouille les repères. Le mot cesse de désigner un processus où les citoyens débattent et décident eux-mêmes et devient l'étiquette flatteuse d'un système où leur rôle se limite à glisser un bulletin dans une urne de temps à autre. Cette captation du mot n'est pas neutre, elle sert à légitimer l'ordre existant, à faire passer un régime oligarchique pour un régime populaire et à rendre plus difficile l'imagination alternative. Ce choix de vocabulaire a un effet performatif. En appelant démocratie ce qui ne l'est pas, on façonne les attentes et les limites mentales des citoyens. Dans ce cadre, le bon citoyen n'est pas celui qui débat, organise des assemblées de quartier ou participe à l'élaboration des lois, c'est celui qui vote à intervalles réguliers, puis rentre chez lui, laissant les professionnels gérer les affaires. Loin de menacer l'ordre établi, cette participation minimale le renforce. Elle offre un moment rituel où chacun a l'impression de contribuer tout en laissant intacte la structure du pouvoir. Il faut insister, cette architecture n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un calcul politique. En acceptant d'intégrer des élections dans le fonctionnement du régime, les élites ont trouvé un moyen de renouveler régulièrement leur légitimité, tout en gardant le contrôle des leviers économiques et institutionnels. Ce système est suffisamment souple pour absorber des crises. Grèves, manifestations, scandales, tout cela peut être géré de l'intérieur du cadre représentatif sans remettre en cause la verticalité du pouvoir. Nous croyons donc vivre dans des démocraties, mais nous vivons en réalité dans des régimes où le pouvoir réel est concentré, filtré et où la participation populaire est ritualisée. Le suffrage universel, loin d'être un aboutissement, est l'outil principal de cette mise en scène. Un moment sacralisé où l'on valide par notre geste la continuité du système. L'acte de voter, présenté comme l'expression suprême de notre liberté, devient alors un rite qui marque notre appartenance à l'ordre établi. Autrement dit, le vote n'est pas le pouvoir, c'est la cérémonie par laquelle on le confie et par laquelle ceux qui l'exercent peuvent dire « vous nous l'avez donné ». Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur ? Là où la monarchie puisait sa légitimité dans la religion ou la guerre, le régime représentatif l'extrait d'un geste répété toutes les quelques années. Et c'est ce geste si familier qu'on ne le questionne presque plus, qui permet au système de se régénérer indéfiniment. En France, comme nous le dit la Constitution de 1958, nous vivons dans une république démocratique. De ce fait, nous faisons partie des démocraties représentatives. Vous le sentez là, le glissement sémantique ? Oh
Et dans les démocraties représentatives, l'élection est considérée comme l'acte politique par excellence, celui qui, tous les 5 ans, nous permettrait d'exercer directement notre souveraineté. Mais si l'on observe froidement le processus, on s'aperçoit qu'il s'agit moins d'un transfert réel de pouvoir que d'une mise en scène. Un rituel qui réaffirme périodiquement la légitimité de ceux qui gouvernent. Ce rituel repose sur une fiction puissante. Au moment où nous glissons un bulletin dans l'urne, nous serions en train de déléguer notre pouvoir à une personne ou à un groupe qui, en notre nom, décidera pour nous. Mais en réalité, le pouvoir que nous donnons est un pouvoir déjà cadré, limité, balisé par des règles qui ne sont pas elles-mêmes soumises à notre approbation directe. Nous ne votons pas sur la Constitution. Nous ne votons pas sur les règles de financement des campagnes. Nous ne votons pas sur l'accès aux médias ni sur la manière dont sont fixés les agendas politiques. Nous choisissons simplement un gestionnaire du cadre existant. Historiquement, ce rôle symbolique du suffrage universel s'est mis en place au XIXe siècle lorsque les régimes représentatifs ont remplacé les monarchies absolues. Sous l'Ancien Régime, la légitimité reposait sur Dieu, sur l'héritage dynastique ou sur les exploits militaires et architecturaux. Un roi pouvait restaurer son prestige en reportant une guerre, en annexant un territoire ou en lançant la construction d'une cathédrale. Avec la montée des idéaux libéraux et l'essor des révolutions, ces sources traditionnelles de légitimité se sont effondrées. Les élites politiques et économiques ont alors cherché un nouveau mécanisme capable de produire un effet similaire. Un moment fort, visible, qui remet à zéro la légitimité et qui permet de gouverner ensuite sans contestation majeure. Ce mécanisme, ce fut l'élection. Il ne s'agit pas, dans l'esprit des fondateurs du régime représentatif, de remettre le pouvoir directement au peuple. Au contraire, comme l'expliquait déjà Emmanuel Joseph Seyès à la fin du XVIIIe siècle, les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Le vote est un acte de renoncement autant que de désignation. Il clôt le débat populaire pour l'ouvrir dans un cercle restreint, celui des élus. Ça sert à quoi de voter du coup? Rien. Et c'est là qu'intervient la dimension rituelle. Comme tout rituel, il est codifié. Il y a une date, un lieu, des symboles, l'urne, l'isoloir, l'enveloppe, une gestuelle, prendre le bulletin, entrer dans l'isoloir, le glisser dans l'urne, et un langage particulier, à voter. Ces éléments ne sont pas accessoires, ils participent à l'aura quasi sacrée de l'acte. En répétant ce rite à intervalles réguliers, en réaffirmant que l'ordre politique en place est légitime, quel que soit le degré réel de participation, d'adhésion ou de débat qui l'a précédé. Cette dimension est renforcée par le fait que, dans les régimes représentatifs modernes, le suffrage universel est quasiment le seul moment où la population entière est invitée à intervenir. Le reste du temps, la politique est affaire de spécialistes, de commissions, de cabinets ministériels et d'organes technocratiques. Et c'est précisément ce que le rituel du vote vient recouvrir. Il donne l'impression que nous avons tous collectivement notre mot à dire sur la direction du pays, alors même que nous ne faisons que choisir entre des programmes déjà filtrés, des candidats déjà validés par les structures médiatiques et partisanes. Si l'on prend un exemple concret, imaginons un président élu sur la promesse de ne pas toucher à la retraite à 62 ans. Quelques mois plus tard, il décide d'imposer une réforme pour la repousser à 64 ans, en utilisant l'article de la Constitution qui lui permet de se passer du vote des députés. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Les protestations massives qui suivent ne changent rien. On répond simplement « vous avez élu ce président, il est donc légitime ». Je vais vous dire ce que c'est la démocratie. Oui. La démocratie, c'est quand je décide ce qui est bien pour mon pays. Parce que les Français, c'est tous des cons. Et c'était exactement le rôle du rituel. Il sert de blanc-seing rétroactif pour toutes les décisions à venir, même celles qui contredisent les engagements de départ. Ce mécanisme est d'autant plus efficace qu'il s'appuie sur une mythologie, celle du peuple souverain. Une mythologie qui est inscrite dans nos constitutions, nos discours officiels, notre imaginaire collectif, mais dans la pratique, la souveraineté réelle est remplacée par un geste symbolique qui valide un ordre préexistant. Et plus le rituel est respecté, plus la critique de cet ordre devient difficile. Nous allons évidemment parler des municipales. Ah non, puisque... non, j'ai demandé qu'à la télévision, on n'en parle pas. On vous renverra toujours au fait que vous avez voté ou vous pouviez voter autrement ou encore vous auriez dû voter. C'est ce qu'explique le politologue Bernard Manin lorsqu'il parle de démocratie du public. Un système où le peuple n'exerce pas directement le pouvoir, mais où il est convié régulièrement à participer à la désignation de ses dirigeants. Le pouvoir n'est pas donné, il est reconduit. Et comme dans tout rituel, l'efficacité ne se mesure pas à ce qui change, mais à ce qui reste identique. Les mêmes institutions, les mêmes règles, les mêmes acteurs structurants.
En un sens, le suffrage universel joue le même rôle que les grandes cérémonies monarchiques ou religieuses d'autrefois. Il fabrique du consensus. Il met en scène l'unité d'un corps politique, même lorsque celui-ci est profondément divisé. Il transforme un moment de choix en un moment de reconduction. Et c'est précisément cette fonction qui explique pourquoi, malgré toutes les critiques, il reste au cœur de nos régimes représentatifs. Mais pour comprendre ce que fabrique réellement ce rituel, il faut regarder de plus près la manière dont nos institutions tranchent les décisions collectives. Car il existe deux façons radicalement différentes d'y parvenir. Faire voter pour une majorité ou chercher un consensus. On nous apprend depuis l'enfance que la démocratie, c'est voter. Qu'il y a des propositions, des débats, et qu'à la fin, c'est la majorité qui l'emporte. Ce geste paraît naturel, presque instinctif, comme s'il avait toujours été là. Pourtant, il n'a rien d'universel. Historiquement, dans de très nombreuses sociétés, décider à la majorité aurait été perçu comme une défaite du collectif, un signe d'échec dans la recherche d'un véritable accord. On entend souvent que la démocratie directe ne pourrait fonctionner qu'à petite échelle, en dessous d'environ 150 personnes, le fameux nombre de Dunbar. Cet argument revient comme un réflexe pour justifier le statu quo. Or, ce chiffre n'a rien d'une loi scientifique. C'est une extrapolation issue d'une étude sur les primates, que Dunbar lui-même présentait comme une moyenne indicative, pas comme une limite biologique. L'histoire humaine regorge pourtant d'exemples de coordination politique bien au-delà de ce seuil, grâce à des structures de médiation et de communication. Les Haudenosaunee, Iroquois, pardonnez-moi pour la prononciation, par exemple, maintenaient un consensus entre plusieurs nations sur des territoires immenses, loin des 150 personnes alignées autour d'un feu. Les travaux de David Graeber, de David Wengrow et de Francis Dupuy-Derry montrent, dans les sociétés qu'on qualifie a posteriori de démocratie directe ou d'organisation égalitaire, le processus de décision ne cherchait pas à trancher entre deux camps, mais à construire un accord suffisamment solide pour que chacun puisse vivre avec la décision finale. Ce fonctionnement n'est possible que dans un cadre où la communauté se pense comme un tout solidaire avec un avenir commun. Là où la méfiance domine et où la vie collective se réduit à se protéger les uns des autres, le consensus se grippe. Là où prévaut la confiance, la délibération peut s'étendre et produire des accords plus solides que n'importe quelle majorité arithmétique. Et l'idée qu'il serait impossible de mettre tout le monde d'accord est largement contredite par l'histoire. Les conseils iroquois pouvaient engager des décisions concernant plusieurs nations entières, parfois des dizaines de milliers de personnes, sans vote majoritaire. Plus près de nous, certaines communes suisses continuent à décider en assemblée générale, discutant parfois des heures, jusqu'à ce qu'aucune opposition ferme ne subsiste. Et lorsque le consensus échouait, la décision était reportée ou limitée afin qu'aucun groupe ne se sente humilié ou exclu. Le vote majoritaire, au contraire, introduit une logique de compétition dans la délibération. Il ne s'agit plus de se rapprocher, mais de compter les forces en présence et de voir qui pèse le plus. Ce basculement n'est pas anodin, il transforme la politique en arène où il faut gagner plutôt qu'en espace où l'on cherche à faire tenir ensemble des intérêts différents. Il garantit seulement le triomphe d'une majorité sans assurer la prise en compte des points de vue minoritaires. En ce sens, ceux qui perdent n'ont aucune raison de se rallier aux vainqueurs, sauf subir la pression sociale ou institutionnelle. Ce mode de décision s'impose en Europe à partir du moment où les élites commencent à craindre la force des foules et chercher à canaliser la participation politique. Le vote à la majorité permet d'afficher une décision claire, rapide, qualifiable, quantifiable, mais aussi de neutraliser les oppositions en les renvoyant dans les minorités, en leur ôtant tout pouvoir effectif jusqu'à la prochaine échéance électorale. Dans ce cadre, gouverner ne signifie pas représenter tout le monde, mais imposer la volonté d'une partie sur l'autre en la représentant comme volonté générale. Or, si l'on compare ce système avec des pratiques de consensus, l'écart est frappant. Dans de nombreuses cultures amérindiennes, par exemple, les décisions du Conseil ne prenaient effet que lorsqu'aucun membre ne manifestait d'opposition ferme. Cela obligeait les chefs à convaincre, à écouter, à proposer des compromis et à renoncer à toute idée de victoire définitive. Le pouvoir ne venait pas d'une majorité arithmétique, mais de la qualité du lien social entretenu par la décision. Ce contraste éclaire une différence philosophique profonde. Dans le modèle majoritaire, la vérité politique se mesure au nombre. La bonne décision est celle qui rassemble le plus de voix. Dans le modèle du consensus,
la vérité politique se mesure à la solidité du lien collectif. La bonne décision est celle qui ne laisse personne sur le bas-côté. La première logique favorise la vitesse, l'efficacité apparente et la concentration du pouvoir. La seconde privilégie la lenteur, l'écoute et une répartition diffuse de l'autorité. Le problème, c'est que la logique minoritaire est bien plus adaptée à un système représentatif centré sur les élections. Elle donne l'illusion que la majorité détient le pouvoir, alors que ce pouvoir est en réalité capté par ceux qui fixent l'agenda, cadrent les questions et décident des sujets soumis au vote. Dans un régime fondé sur le consensus, il serait beaucoup plus difficile de maintenir un petit groupe d'élus hors d'atteinte des citoyens. Il faudrait sans cesse revenir vers eux, discuter, adapter, convaincre à nouveau. Historiquement, ce basculement du consensus vers la majorité accompagne la montée de la République représentative moderne. Les élites trouvent dans le vote majoritaire un instrument qui permet de parler au nom du peuple, tout en conservant un contrôle étroit sur le processus politique. On ne demande plus au peuple de décider ensemble, mais de choisir régulièrement qui décidera à sa place. Et de s'incliner ensuite, quelle que soit l'ampleur du désaccord. Il n'y a rien de naturel ni d'inévitable dans cette organisation. La démocratie n'a pas toujours été synonyme de majorité. Et rien ne dit qu'elle doive le rester. D'autant que le consensus, loin d'être une utopie naïve, peut produire des décisions plus durables et plus légitimes, précisément parce qu'elle ne repose pas sur la soumission des uns aux autres, mais un engagement commun à respecter, le pacte collectif. Alors pourquoi ne parle-t-on jamais de ces alternatives dans nos institutions modernes? Parce qu'elles mettent à nu le caractère artificiel de notre démocratie électorale. Si l'on admettait que d'autres façons de décider sont possibles, il faudrait reconnaître que notre système actuel est construit pour maintenir les divisions, organiser la compétition et offrir aux élites le rôle d'arbitre ultime. Ce qui est présenté comme un progrès, la possibilité pour tous de voter, se révèle alors comme un outil de stabilisation d'un ordre social profondément inégalitaire. Et si, finalement, la vraie question n'était pas qui a la majorité, mais comment fait-on pour rester ensemble quand on n'est pas d'accord? Dans un système fondé sur le vote majoritaire, cette question devient cruciale. La moitié des participants, ou presque, ressort forcément perdante. Si l'on veut éviter que ces perdants remettent en cause l'ensemble du système, il faut leur offrir des raisons d'accepter le résultat. C'est pourquoi nos régimes ne se contentent pas de compter les voix. Ils mettent en place tout un arsenal pour donner à chacun l'impression qu'il a participé, qu'il a été entendu et que le jeu était équitable, même si la décision finale lui est défavorable. Et moi j'ai un devoir, celui de dire la vérité au peuple qui nous gouverne. Et c'est là qu'entre en jeu un autre levier de pouvoir, moins visible que les urnes, mais tout aussi stratégique, la persuasion. Pas seulement pendant les campagnes électorales, mais en continu, à travers les médias, la publicité, le langage politique. La société ne vous doit rien du tout. Et sur ce terrain, l'un des maîtres incontestés, et pourtant largement oublié, fut Édouard Bernays, neveu de Freud, et surtout pionnier de la propagande moderne, qu'on appelle aujourd'hui marketing politique. Si le 19e siècle a vu le triomphe du modèle républicain, représentatif, le 20e siècle, lui, a inventé la manière de le rendre inattaquable. Il ne suffisait plus de limiter l'accès direct du peuple aux décisions, il fallait s'assurer que, lorsqu'il voterait, il le ferait dans le bon sens. Et pour cela, il fallait apprendre à influencer ses désirs, ses croyances et ses peurs. Et c'est là qu'entre en scène un homme qui va transformer la politique autant que la publicité, Édouard Bernays. Bernays n'était pas un stratège politique au sens classique. Il n'a jamais occupé de fonction gouvernementale, mais son influence a été considérable. Neveu de Sigmund Freud, il a compris très tôt que les idées de la psychanalyse pouvaient être utilisées avec un autre objectif que celui de soigner. On pouvait s'en servir pour orienter le comportement des masses. Là où Freud cherchait à mettre en lumière les désirs cachés pour libérer l'individu, Bernays voyait dans ces désirs une formidable opportunité de contrôle. En 1928, il publie Propaganda et ne cache pas ses ambitions. Totalement aligné avec l'opinion des élites occidentales de son époque, il pense que la démocratie moderne ne peut fonctionner que si une minorité éclairée façonne l'opinion publique. La formule est brutale, la manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. À travers ses campagnes, Bernays va démontrer comment la psychologie, la mise en scène et la répétition peuvent transformer les habitudes et même redéfinir ce qui paraît naturel. On va prendre 3 exemples
qui sont aujourd'hui devenus des classiques de la propagande. Premier exemple, le petit déjeuner américain. Dans les années 1920, la société Beech Nut, productrice de bacon et d'œufs, veut augmenter ses ventes. Elle fait donc appel au service de Bernays pour qu'il trouve une solution. Il consulte alors un médecin et lui demande si un copieux petit déjeuner est plus sain qu'un repas léger, sans plus de précision. Ce dernier confirme dans une lettre qu'il diffusera à ses confrères. En quelques mois, des centaines de médecins reprennent cette idée dans la presse. Résultat, le bacon et les œufs deviennent dans l'imaginaire collectif l'incarnation du petit déjeuner traditionnel américain, alors que cette tradition venait juste d'être inventée. On prend un autre exemple, les torches de la liberté. À une époque où il est mal vu pour les femmes de fumer en public, Bernays est approché par l'américain Tobacco Company pour élargir le marché. Il organise alors un coup médiatique lors de la parade de Pâques à New York en 1929. Un groupe de jeunes femmes sélectionnées pour leur allure moderne allume une cigarette devant les photographes. Bernays a prévenu la presse qu'elle allait brandir les torches de la liberté, symbole de l'émancipation féminine. Le lendemain, les photos font le tour des journaux, fumer devient un acte de libération et un nouveau marché s'ouvre. Dernier exemple, le Panama. Dans les années 1950, Bernays travaille pour la United Fruit Company, qui exploite des bananeraies en Amérique centrale. Lorsque le gouvernement du Guatemala entreprend une réforme agraire pour redistribuer les terres aux paysans, Bernays orchestre une campagne médiatique accusant le pays de dérive communiste. En saturant la presse américaine de dépêches alarmistes, reprises sans vérification, il contribue à créer un climat favorable à l'intervention militaire des États-Unis. Le coup d'État de 1954 renverse le président élu et United Fruit conserve ses privilèges. Ces trois exemples montrent la méthode Bernays. Partir d'un objectif commercial ou politique, identifier les ressorts émotionnels ou symboliques qui peuvent influencer la perception et saturer l'espace médiatique de messages cohérents et répétés. Peu importe que le lien avec la réalité soit ténu ou inexistant. Ce qui compte, c'est que le public intègre l'idée comme une évidence. Et ce savoir-faire ne va pas rester confiné au marketing commercial. Progressivement, les gouvernements vont s'en emparer. Les campagnes de propagande de guerre, par exemple, reprennent les principes de Bernays. Associer l'ennemi à des images effrayantes, simplifier à l'extrême le message, répéter inlassablement. Ça vous rappelle rien? Mais ce qui change au fil des siècles, c'est que ces techniques cessent d'être réservées aux moments de crise. Elles deviennent un outil permanent de gestion de l'opinion publique. Aujourd'hui, nous vivons dans ce que Dupuy-Derry appelle la démocratie de marché de l'opinion. L'électeur est un consommateur politique et les campagnes électorales fonctionnent comme des campagnes publicitaires. Le but n'est pas de débattre des orientations collectives, mais de vendre une image, un slogan, un produit, un candidat. Le marketing politique reprend les recettes de Bernays, la segmentation des publics, la personnalisation du message et surtout la saturation médiatique. Et lorsque la saturation médiatique ne suffit pas, on peut mettre en place d'autres leviers, l'usage des fake news ou la communication négative par exemple. Ces méthodes ne sont pas une invention du XXIe siècle. L'Antiquité connaissait déjà la calomnie, mais elles prennent une ampleur nouvelle avec les réseaux sociaux. Ce qui change, c'est la vitesse et l'échelle. Une rumeur, vraie ou fausse, peut atteindre des millions de personnes en quelques heures. Et une fois que l'émotion est déclenchée, l'effet compte peu. Le résultat, c'est une démocratie où l'espace public n'est plus un lieu de délibération, mais un champ de bataille pour capter l'attention et orienter les perceptions. Et ce champ de bataille, ceux qui ont les moyens financiers et les relais médiatiques y partent avec un avantage écrasant. Les campagnes électorales coûtent cher, et plus elles coûtent cher, plus elles excluent ceux qui ne peuvent s'appuyer sur des grandes fortunes ou des lobbies puissants. On comprend alors que, dans ce système, le vote ne sert pas à trancher une question collective sur la base d'un débat éclairé, mais à valider le vainqueur d'une compétition de persuasion. La volonté générale devient le produit final d'un processus marketing aussi élaboré que celui qui nous vend un parfum ou une voiture. Et tant que ce processus reste invisible, il renforce l'illusion que la démocratie fonctionne. Les révélations sur le financement des campagnes, les scandales liés aux cabinets de conseil ou aux manipulations de données montrent que les outils inventés il y a un siècle continuent d'évoluer, tout en gardant la même finalité, fabriquer du consentement. Et tant que ce consentement est fabriqué, il n'est pas libre. Dans ce contexte, il existe un levier, plus subtil encore que les moyens financiers ou les campagnes de pub. Au-delà des slogans électoraux et des petites phrases qui font la une, l'ensemble du vocabulaire politique et institutionnel est pensé pour cadrer notre vision du monde avant même que nous ayons commencé à réfléchir. On parle de langue de bois,
d'une langue faite de formules creuses et rassurantes, faite pour camoufler des réalités autrement plus brutales. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Et pour parler de cela, on doit parler du travail de Franck Lepage. Si la manipulation de l'opinion passe par des images, des slogans, des récits qui orientent nos émotions, elle passe tout autant, et parfois surtout, par les mots. Les mots sont les briques de nos pensées. On pense avec eux, on construit nos raisonnements avec eux. Les modifier, c'est donc transformer non seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on peut penser. Et dans ce domaine, l'un des observateurs les plus percutants en France, c'est Franck Lepage. Ancien chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports, il a passé des années à écouter les discours institutionnels, jusqu'à comprendre que derrière les phrases policées et les termes techniques, il y avait une véritable mécanique. Lepage, comme beaucoup, appelle ça la langue de bois. Un langage qui ne sert pas à dire, mais à masquer, à recouvrir la réalité d'un voile acceptable et à la rendre compatible avec les intérêts de ceux qui gouvernent. La langue de bois, explique-t-il, fonctionne comme une architecture du flou. Elle assemble des mots valorisants, rassurants, mais si vagues qu'ils peuvent s'appliquer à tout et son contraire. Alors le petit exemple de langue de bois, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose, vous les mélangez dans n'importe quel sens, enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Prenons un exemple. Le mot « réforme ». Dans le langage courant, réformer peut vouloir dire améliorer, corriger un dysfonctionnement. Mais dans le discours politique contemporain, le mot signifie souvent détruire un droit existant ou réduire une protection. Une réforme des retraites ne vise pas à mieux protéger les retraités. Elle vise à économiser de l'argent en réduisant les pensions ou en repoussant l'âge légal. Mais l'emploi du mot « réforme » permet de donner à cette attaque un parfum de progrès. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur. C'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Autre exemple, modernisation. Qui pourrait être encore contre la modernité? On en a déjà parlé, il y a des choses à dire. Pourtant, dans le champ administratif, moderniser signifie souvent privatiser, externaliser ou remplacer des emplois stables par des contrats précaires. Le mot est positif, il évoque l'innovation, le futur, mais il sert à vendre des mesures qui, dans le détail, sont souvent agressives. La France n'est elle-même que quand elle mène des combats qui sont plus grands qu'elle. Être à la hauteur du combat qui est aujourd'hui le nôtre, dans un monde en train d'éclater. Et puis il y a ces formules qui paraissent anodines, mais qui enferment la pensée. Responsabiliser les citoyens, adapter notre économie, faire des efforts. Qui pourrait s'opposer à la responsabilité? Qui refuserait de s'adapter? Mais quand on creuse, on découvre que responsabilité signifie souvent se désengager du financement public. Adapter veut dire accepter une dégradation de ses conditions de vie. Faire des efforts signifie payer davantage pour avoir moins. Là où le travail de Franck Lepage devient particulièrement éclairant, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer les mots, il démontre les mécanismes par lesquels ils s'imposent. Dans ses conférences, il montre que les institutions produisent des textes, rapports, lois, communiqués, qui réemploient toujours les mêmes expressions jusqu'à saturer l'espace mental. Le pouvoir fait un travail considérable sur les mots, de tous les pouvoirs de toutes les époques, de droite comme de gauche. On nous domine avec des mots. Une fois que le mot est installé, toute discussion se fait dans son cadre. Par exemple, si le débat public porte sur la réforme nécessaire d'un système, la question n'est plus « faut-il réformer ?», mais « comment réformer ?» La bataille des mots a déjà fixé les limites de ce qu'il est possible de penser. C'est ce que le linguiste Georges Lakoff appelle « framer », littéralement poser un cadre. Il s'agit de choisir des mots, des métaphores, des images qui orientent notre façon de voir la réalité avant même que nous commencions à y réfléchir. Par exemple, parler de charge plutôt que de cotisation, ou de réforme plutôt que de réduction des droits. Ce n'est pas neutre, cela déclenche des associations d'idées qui influencent notre jugement, parfois à notre insu. Et cette maîtrise du langage n'est pas un effet secondaire, elle est au cœur du fonctionnement des démocraties représentatives modernes. Là où autrefois on censurait directement les opposants, on préfère aujourd'hui noyer leur réel sous un flot de mots qui le rendent méconnaissable. C'est de la poudre de perlimpinpin. Plutôt que d'interdire la critique, on la rend inaudible en lui imposant les termes du pouvoir. Prenons un exemple récent. La loi sur la sécurité globale. Dans l'intitulé,
Qui pourrait être contre la sécurité? Mais dans son contenu, la loi élargit les pouvoirs de surveillance, limite le droit de filmer les forces de l'ordre et restreint certaines libertés publiques. L'emballage lexical est positif, consensuel, mais il dissimule des effets concrets, profondément liberticides. Ce que montre Lepage, c'est que la langue de bois n'est pas seulement un outil de communication, c'est une technologie de gouvernement. Elle permet de faire passer des mesures impopulaires en les formulant dans un langage qui neutralise l'opposition. Et plus ce langage est repris par les médias, plus il devient difficile de le contester sans paraître marginal, radical ou hors du consensus. Un autre aspect frappant dans les analyses de Lepage, c'est sa capacité à révéler le décalage entre le vocabulaire officiel et les réalités vécues. Quand un ministère parle de plan de sauvegarde de l'emploi, il s'agit en réalité d'un plan de licenciement. Quand on évoque l'ajustement structurel dans un rapport économique, on parle de coupes budgétaires qui vont toucher les services publics, la santé ou l'éducation. Le lexique politique a cette propriété, il inverse le sens commun. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans les années 1980, déjà, on parlait de rigueur budgétaire plutôt que d'austérité. Fidèle à cette règle de la rigueur. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la puissance de diffusion. Les mêmes éléments de langage sont repris en boucle de la conférence de presse ministérielle au bandeau déroulant d'une chaîne d'infos jusqu'aux commentaires sur les réseaux sociaux. Et là encore, l'effet sur la démocratie est massif. Si le débat public est construit sur des termes qui masquent la réalité, alors le choix des citoyens est faussé dès le départ. L'autorisation qu'on nous donne de choisir nos maîtres par une élection déjà largement factice se trouve ici définitivement vidée du peu de sens qu'elle avait. Pour moi, rien ne vaut la vérité vraie. Voter devient un rituel d'adhésion à un système qui décide sans nous et parfois contre nous. Le travail de Lepage rejoint ici celui des critiques de la propagande comme Bernays. Il ne s'agit plus seulement d'influencer ce que les gens veulent, mais ce qu'ils croient possible. Le langage officiel ne ment pas toujours frontalement. Il réarrange la réalité de façon à rendre invisibles certaines dimensions et à en exagérer d'autres. En comprenant cela, on mesure que la langue de bois n'est pas un simple irritant pour les oreilles. Elle est un verrou, un filtre qui conditionne toutes nos discussions politiques. Elle fixe les bornes de ce qu'il est raisonnable de proposer et condamne à l'insignifiance ce qui sort du cadre. Fini la langue de bois, les Français en ont assez, je l'ai compris. Dès lors, le lien avec notre sujet est évident. Si le vote est déjà un rituel vidé de son pouvoir, et si l'opinion publique est façonnée par le marketing politique, alors le langage devient la dernière ligne de défense du système. Même si des mobilisations massives se produisent, même si les critiques sont solides, elles seront recouvertes par un vernis lexical qui les neutralise. À ce stade, la question qui se pose n'est plus seulement comment le système fonctionne-t-il, mais comment le changer? Si la démocratie représentative s'est construite sur un ensemble de dispositifs, le suffrage comme rituel, le marketing politique comme moteur et la langue de bois comme vernis, alors rompre ce cercle demande plus qu'un changement de gouvernement. Cela demande de réinventer nos pratiques, nos mots, nos imaginaires politiques. On a souvent l'impression que changer la démocratie, c'est un rêve lointain, presque irréaliste. Comme si ce que nous avons aujourd'hui était le seul modèle possible, l'aboutissement naturel de siècles d'histoire. Mais rien n'est plus faux. L'histoire nous montre qu'il a existé d'innombrables manières d'organiser le pouvoir, de décider ensemble, de rendre des comptes. Ce que nous appelons aujourd'hui démocratie n'est qu'une forme parmi d'autres, et à bien des égards, une forme minimale, conçue pour stabiliser un ordre social plutôt que pour le remettre en cause. Alors, à quoi cela sert-il de savoir tout ça? Le but n'est pas de devenir cynique, ni de se résigner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles du jeu ne sont pas gravées dans le marbre, qu'elles ont été choisies, et que tout ce qui a été choisi peut être changé. Changer les règles ne signifie pas tout jeter, cela veut dire imaginer mieux, expérimenter, et reprendre la main sur ce qui compte vraiment. Mais ça ne peut pas se faire tout seul. Personne ne viendra faire ce travail à notre place, ni un chef charismatique, ni un gouvernement plus à l'écoute. Si nous ne redéfinissons pas nous-mêmes ce que nous voulons dire par démocratie, d'autres continueront à le faire à notre place, et pas forcément dans notre intérêt. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira c'est démocratique parce que c'est légal, ou le peuple a parlé, posez-vous la question, de quel peuple parle-t-on? Et dans quelles conditions a-t-il vraiment parlé? Peut-être que la démocratie ne commence pas dans l'isoloir, mais dans toutes ces discussions, ces désaccords, ces moments où l'on cherche ensemble comment avancer sans écraser personne. Changer notre manière de voir, c'est changer notre manière de penser. Et penser différemment, c'est commencer à incarner et donc initier des changements plus grands.
Si ce que vous venez d'entendre résonne avec vos propres doutes, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, parce que les idées ne changent pas le monde tant qu'elles restent dans un coin d'internet. Et si vous voulez continuer à explorer ce que nous croyons savoir, et pourquoi nous le croyons, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, soyez créatifs pour le bien de tous, cultivez votre pensée subversive, et souvenez-vous, le monde ne changera pas tout seul. Et cela dépend aussi de la manière dont vous le regardez. Allez, à la prochaine. Salut!